Alors bonjour, bienvenue à ce 10e cours de littérature française des 17e et 18e siècles, consacré aujourd'hui aux métamorphoses du roman. Alors on est proche de la fin, on entre dans le dernier droit. Il ne reste plus après ce cours que 4 périodes, 4 rencontres où on doit essayer de faire entrer toutes sortes de choses, et notamment l'encyclopédie au complet, Diderot, Voltaire et les autres. C'est un sacré défi et pour bien commencer, on va passer en revue la plupart des romans du siècle aujourd'hui. Alors, ça va nous avancer beaucoup. On va retrouver Voltaire sur notre chemin et Rousseau, mais surtout, on va parler des textes sur lesquels vous devez plancher pour la dissertation à venir. Et c'est dans cet esprit que j'ai regroupé un peu tous mes sujets et décidé de parler de Manon Lescaut également aujourd'hui. Alors, j'aurais pu diviser ça autrement. On pourra se poser des questions sur la pertinence de tout rassembler comme ça en un seul cours, mais ça offre cet avantage que vous n'aurez qu'une seule séance à visionner peut-être encore pour avoir clairement à l'esprit les différents sujets proposés dans la dissertation. Alors, je partage avec vous l'écran et la présentation d'aujourd'hui. Bon, ben là, il y a un truc qui coince. Attendez un peu. Ah ah, c'est le secret. Ben oui, là, il y a quelque chose qui a chopé. Ah oui, je sais, c'est parce que j'ai fait une modification sur ma présentation PowerPoint et il faut que je redémarre le truc. Attendez un peu, PowerPoint. Difficulté technique. Je suspends l'enregistrement momentanément. Me revoilà. J'ai réglé le problème technique. Vous aurez reconnu derrière moi le Panthéon. Alors, c'est situé dans le 5e arrondissement. J'avais l'habitude, quand je me rendais à la Sorbonne, de passer toujours devant. On ne peut pas manquer là, quand on marche sur le boulevard Saint-Michel, là, puis qu'on tourne la tête au bon moment, on aperçoit le Panthéon. Et puis, ben, c'est un bâtiment qui a été construit au 18e siècle, qui a servi d'écurie à la Révolution avant d'être transformé en temple de la raison. Alors, c'est un lieu magnifique qu'il faut visiter un de ces quatre. Et vous verrez qu'on y rentrera tout à l'heure. On va voir l'intérieur aussi. On va tourner autour tout au long du cours. Donc, le cours d'aujourd'hui s'intitule « Les métamorphoses du roman » et c'est notre 10e séance. Je vous présente le sommaire tout de suite. Essor du roman moderne. Alors, il y a un étudiant qui arrive sur le tard, je l'admets. Essor du roman moderne et ensuite romanesque et philosophie. On va voir que le romanesque, de toute façon, au 18e siècle, est toujours teinté de philosophie. On se préoccupe de débattre d'idées plus que de raconter des histoires la plupart du temps. Et enfin, on va parler de Diderot et l'antiroman. Et vous aurez compris qu'il s'agit de préparer vos dissertations et vous offrir finalement des informations qui pourraient faciliter votre travail. Alors, c'est dans cet esprit que j'ai préparé cette présentation qui en résume finalement quelques autres. Par le passé, je donnais ça sur plusieurs périodes. Alors, c'est une espèce de collage, montage de différents cours. J'espère que ça va vous sembler cohérent. On commence avec la première diapositive. Alors, au début du 18e siècle, et vous aurez remarqué mon insistance sur les caractères romains. Hein. Vous savez qu'il y a une aberration en ce moment qui a lieu en France. On a décidé de retirer les caractères romains dans les musées parce que les gens ne sont pas capables de lire les caractères romains. Alors, Louis Xiv, on n'est plus capable de lire Louis XIV ou Louis XVI. C'est une blague? Non, c'est très sérieux. On Dans a Astérix et décidé, Obélix, on a Obélix décidé qui monte de... les marches. Oui, il y avait ça dans Obélix, dans Astérix. Ouais. On a décidé de niveler par le bas Ben et voyons dans donc. des grands musées, on va écrire désormais Louis XIV et Louis XV, Louis XVI en chiffres romains, pas en romain, mais arabe. Alors, moi, je m'accroche et j'insiste pour garder les chiffres romains. Alors, au début du 18e siècle, l'école méprise le roman. C'est parce que c'est les jésuites, en fait, qui sont les maîtres d'école, les précepteurs. Et pour eux, la fiction est quelque chose de trompeur. Et c'est quelque chose dont il faut se méfier. Et ils veulent bien qu'en poésie, par exemple, on puisse traiter de fiction. Ce n'est pas un problème. Mais pour la prose, ils pensent qu'on ne devrait la réserver qu'à l'histoire. Et ils vont militer en ce sens et encourager la jeunesse à dédaigner les romans. Ben, ça ne marchera pas tout à fait, bien sûr. On écoute rarement ses maîtres. Et heureusement pour nous,
la jeunesse va beaucoup lire des romans et beaucoup apprécier ces romans, même si à l'école, on apprend à condamner leur frivolité, leur invraisemblance, leur immoralité, et qu'on le présente, le roman, comme un genre mineur. Alors on pourrait discuter de ça longtemps, là, ça va devenir plus tard, éventuellement, avec le 18e siècle, au contraire, un des genres les plus importants, sinon le genre le plus important. Mais on n'est pas rendu là encore. On sait que le 17e siècle était un siècle de théâtre, celui de la Renaissance était un siècle de poésie. On pourrait dire que le 18e siècle, le siècle des Lumières, est plutôt un siècle d'idées. Mais tranquillement, le roman fait son chemin et va s'imposer pour devenir, au 19e siècle, le roman, le genre prépondérant. L'imagination demeure une puissance trompeuse aux yeux des jésuites et les bienséances interdisent toute verve à la création romanesque. Il faut se retenir, il ne faut pas déborder, il faut respecter la décence, les convenances, et ça jugule un peu l'imagination, ça limite les possibilités. C'est l'héritage picaresque espagnol, finalement. C'est un genre, le roman picaresque, qui triomphe en Espagne au XVIIe siècle, qui va inspirer l'essor et la libération progressive du roman français. Alors, ça va être sous l'influence de ces modèles espagnols qu'on va entreprendre d'écrire à nouveau des romans et d'aller à rebours de ce que souhaitaient les jésuites, parce qu'on y trouve finalement beaucoup de profit. Et pas seulement pour édifier les uns et les autres, pas seulement pour y brasser des idées, aussi pour l'intérêt même de la narration qui nous sort du cadre ordinaire et communément prosaïque. Alors, vous avez le roman d'ascension sociale qui fait un sacré tabac à l'époque, tout comme Le paysan parvenu et la vie de Marianne, où Marivaux, par exemple, va intégrer en arrière-plan un certain nombre de préoccupations, des idées aussi, bien sûr, il y en a toujours, mais des personnages qui vont s'élever tranquillement, partis de rien. Marianne a vu sa mère assassinée à l'occasion d'un vol qui a mal tourné. Elle va être élevée par un curé et sa sœur, et tranquillement va connaître une ascension sociale qui va la mener jusqu'à l'aristocratie. Elle finit comtesse, Marianne. C'est quand même pas rien pour une fille qui avait mal commencé sa vie dans des circonstances particulièrement malheureuses, alors que le héros, Jacob, du paysan parvenu, lui, va connaître aussi une ascension sociale, mais finit dans la bourgeoisie. Alors, c'est deux histoires rocambolesques avec toutes sortes de rebondissements qui, ma foi, méritent d'être lus. Alors, vous avez à l'époque, bien sûr, l'influence notable de la pensée philosophique anglaise, et un de ceux qui a servi à relayer cette pensée en France, c'est Voltaire. On va y revenir quand il sera question des lettres philosophiques. Voltaire a contribué à faire connaître Locke et apprécier John Locke et sa philosophie. Il faut savoir que l'empirisme de Locke présentait l'être humain comme le produit d'une suite d'expériences et de rencontres, ce qui justifiait d'une certaine façon le roman d'apprentissage. Ça donnait un sens au roman d'apprentissage. Ça nous montrait comment on se forme finalement à travers ces expériences de notre vie et les rencontres qu'on peut faire. Rencontres parfois malheureuses, souvent malheureuses dans le cas de Marianne et Jacob, mais aussi parfois heureuses et qui vont mener à échapper à son sort, à dépasser sa condition. Alors, c'est bien sûr des histoires qui nous sont racontées, mais aussi l'occasion de réfléchir à cette possibilité de finalement, à travers l'expérience, de se former et de s'élever au-dessus de son rang. Et Le Sage va donner un modèle absolument exemplaire avec son œuvre. Après la réussite triomphale du Diable boiteux en 1707, il donne à lire l'histoire de Gil Blas de Santillane, qui est vraiment un triomphe, là. C'est un roman d'inspiration picaresque, encore une fois. Alors, picaresque, ça vient de l'espagnol. Picaro veut dire misérable. Quelqu'un qui vit dans la misère, en quelque sorte. Ce n'est pas l'histoire de grands nobles, de grands personnages, de grands héros, c'est des gens modestes.
Alors, quand on dit d'inspiration picaresque, c'est parce que, plutôt que picaresque seulement, il y a ici élévation, ascension sociale. Donc, à un moment donné, on cesse d'être un picaro. On n'est plus malheureux, on n'est plus misérable. Donc, on ne peut pas dire que c'est tout à fait un roman picaresque pour cette raison. Mais certainement, on sent l'influence de ça. Le Diable boiteux racontait, avec un charmant prétexte, comment un homme ayant libéré un démon se voit amené par le démon sur les toits de la ville autour et où il a accès à ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est un prétexte pour nous raconter toutes sortes d'histoires, scènes de la vie intérieure des gens de l'époque, des gens ordinaires. Et à chaque fois, c'est un nouveau récit, ce sont des nouveaux personnages qui sont présentés sous nos yeux. L'histoire de Gil Blas, donc, est un roman d'apprentissage qui met en scène le héros éponyme, qui raconte l'histoire plus tard dans sa vie. Alors, il est âgé et revient rétrospectivement sur son récit. Il faut se rappeler que Le Sage, dont on a parlé au dernier cours, avait pour vocation aussi d'écrire des comédies dans la tradition de Molière. Mais il est aussi un grand romancier qui a donné dans le roman de mœurs proche de la comédie par le fait qu'il comporte des héros modestes, issus du monde populaire finalement. C'est un romancier extrêmement lucide qui souvent va flirter avec l'insolence des pamphlets de la Régence, par exemple, ou la satire des lettres persanes. Et il y a beaucoup de traits d'ironie dans Le Sage. Alors, il ne faut pas penser que c'est un roman sérieux. Il arrive toutes sortes d'aventures rocambolesques, sans dire que c'est une comédie, une parodie, ce n'est pas du tout le cas, là. C'est un roman quand même qui prête à rire pour tout ce qui arrive à son héros, comme circonstances là, particulières. Il rencontre des femmes de petite vertu et qui vont faire son éducation sentimentale de façon assez amusante. Et il y a toute une iconographie qui illustre différents épisodes de Gil Blas. Vous allez voir que ça a des accents parfois un peu sentimental, parfois même érotique. Alors, grand succès que cette histoire de Gil Blas de Santillane, publiée de 1715 à 1735. Vous avez ensuite, il faut que je détaille un petit peu là, les caractéristiques. Comme pour Montesquieu, dont on va parler tout à l'heure, il va opter Le Sage pour le dépaysement et le voile de l'exotisme, parce qu'il situe son histoire en Espagne plutôt qu'en France. Il aurait très bien pu prendre un héros français, mais ça lui permet d'adopter une perspective différente et ça lui permet d'adresser certaines critiques à sa société. Alors, le voile de l'exotisme lui permet donc de situer son personnage en Espagne et de se permettre quelques critiques sur sa société française. Alors, c'est une suite d'aventures, donc c'est un roman à tiroir avec des histoires qui n'en finissent plus là, de s'emboîter. Vous connaissez un peu le genre parce que vous avez lu La Princesse de Clèves, mais ça, c'est comme facteur 10. Là. Alors, c'est encore plus amplifié. Où on raconte les misères de la vie errante, comment ça peut être compliqué finalement, d'errer de place en place, sans dessin précis et d'être à la merci de la fortune. Alors, on observe de courts instants de répit ou de bonheur. Il y a des moments où ça se passe bien pour Gil Blas, mais une nouvelle avanie lui tombe dessus, une énième infortune, et puis tout est à recommencer. La trajectoire est plutôt sinueuse et riche en anecdotes, et ça permet à l'auteur de présenter une vision complète de son temps. Alors, je vous donne un petit extrait ici pour vous donner le ton. Gil Blas vise à présenter donc un tableau complet de l'époque. « Eh bien, Gil Blas, me dit-il, tu vois de quelle manière nous vivons. Nous sommes toujours dans la joie. La haine ni l'envie ne se glissent point parmi nous. Nous n'avons jamais ensemble le moindre démêlé. » Alors, Gil Blas a rencontré des voleurs qui essaient de le convaincre des vertus de leur métier et de l'inviter à se joindre à eux, en fait. Alors, ils font un peu l'éloge de la profession en disant « Nous, on est des gens vraiment soudés, tricotés serrés, là. Vraiment une vraie famille, des gens vertueux. Nous sommes plus unis que des moines, quand même. Tu vas, mon enfant, poursuivit-il, mener ici une vie bien agréable, car je ne te crois pas assez sot pour te faire une peine d'être avec des voleurs. Et voit-on d'autres gens dans le monde? Non, mon ami. Tous les hommes aiment à s'approprier le bien d'autrui. C'est un sentiment général. La manière seule en est différente. Les conquérants, par exemple, s'emparent des États de leurs voisins.
Les personnes de qualité empruntent et ne rendent point. Les banquiers, trésoriers, agents de change, commis et tous les marchands, tant gros que petits, ne sont pas fort scrupuleux. Pour les gens de justice, je n'en parlerai point. On n'ignore pas ce qu'ils savent faire. Il faut pourtant avouer qu'ils sont plus humains que nous, car souvent nous ôtons la vie aux innocents et eux, quelquefois, la sauvent aux coupables. Alors, on retrouve ici ces points d'humour dont je vous parlais. On voit bien qu'il y a quelques saillies dans l'histoire de ce jeune Espagnol cruellement dupé dans ses contacts avec le monde et qui essaie de se faufiler à travers ça, savoir à qui il peut faire confiance. Et comme je disais tout à l'heure, la narration est faite par Gil Blas, devenu vieux, donc on sait qu'il a survécu à tout ça. Et qui fait un commentaire finalement sur les erreurs de son passé, les faiblesses qui ont marqué son caractère, mais aussi ses progrès en sagesse, parce qu'à travers toutes ces expériences, il va tirer des leçons et devenir quelqu'un de meilleur. Alors, on enchaîne déjà avec la deuxième section. Ça va vite. Vous allez voir, il y a des sections plus longues que d'autres. Et on tombe dans romanesque et philosophie. Alors, on est à l'intérieur du Panthéon. C'est vraiment de toute beauté. Hein. Quand on entre là, on a le sentiment d'entrer dans une église, mais ce n'est plus une église, ça a été reconverti. Et c'est maintenant là qu'on enterre les grands personnages. Je vous disais qu'on y retrouve la tombe de Rousseau, de Voltaire, mais aussi celle d'Émile Zola, celle de Marie Curie, de présidents français et tout. C'est là qu'on enterre les gens de conséquence, les grands personnages. Il faut visiter les voûtes pour découvrir tous ces tombeaux. Et c'est quelque chose d'assez émouvant de les savoir tous réunis là et de se surprendre, de dire « Ah ben oui, il est là. Ah, Victor Hugo, ah, il est là. » On ne sait pas toujours le lieu du dernier repos des uns et des autres, alors c'est sympathique de les trouver là. Alors, vous avez maintenant Montesquieu, dont on va parler un peu. Dans une France où la société aristocratique s'affaiblit, la forme épistolaire va permettre à Montesquieu d'exprimer son scepticisme et la relativité des points de vue dans une œuvre qu'on appelle les Lettres persanes. C'est finalement un roman épistolaire, donc composé autour de l'aventure vécue prétendument par Usbek, Erika, deux Persans, deux Iraniens, donc, qui voyagent en France, qui auraient voyagé en France de 1712 à 1720. Parce que le roman va être publié par Montesquieu comme étant vrai, en fait. Ce n'est pas un roman. Il dit « J'ai trouvé ces lettres, moi, je me suis chargé que de les éditer. » Il nous fait le coup de guillerague, en fait. Il essaie de nous convaincre que tout ça a vraiment eu lieu, ces échanges ont vraiment été effectués. Mais dans les faits, c'est une construction de toutes pièces. Tout ça, c'est une invention de Montesquieu et il essaie simplement de couvrir ses fesses pour ne pas se faire censurer et reprocher la critique, somme toute, assez sévère qu'il fait de sa société. Il va prendre le couvert de ce cadre exotique pour se permettre toutes sortes de commentaires, parfois acerbes, parfois mordants, sur l'état de société de l'époque, et on comprend pourquoi il avait intérêt à être prudent et à ne pas se mêler décliner son identité vraiment. Alors, ces deux personnes, Usbek et Erika, plutôt, voyagent en France de 1712 à 1720. Ils font part de leurs impressions à leurs compatriotes. Alors, ils correspondent entre eux, Usbek et Erika, mais ils correspondent aussi avec ceux qu'ils ont laissés derrière en Perse. Et c'est pour la plupart du temps des lettres envoyées au sérail. Ils ont un harem et le harem a besoin d'être entretenu, administré, et ils ont quelques difficultés avec des révoltes parmi les femmes et aussi parmi les eunuques. Alors, ils essaient de contrôler ça à distance, mais ça dégénère assez vite et ça donne un cadre assez particulier. Surtout au début, on a beaucoup de lettres échangées avec le sérail, mais à la fin, le sérail, ça tourne à l'émeute et on n'en parle à peu près plus pour la suite des choses. Alors, on va passer en revue quelques caractéristiques de cet ouvrage très important. Et naguère, celui qui m'a précédé dans cette fonction de professeur responsable de l'histoire littéraire à l'Université du Québec à Chicoutimi, M. Jean-Pierre Vidal, avait pour l'habitude, quand il donnait le cours de littérature du 18e siècle, de ne parler que d'un seul auteur.
Et cet auteur, c'était Montesquieu. Et l'homme était tellement d'une culture absolument délicieuse et étendue qu'il pouvait tenir 45 heures à ne parler que d'un seul roman. Et ce roman, c'était les lettres persanes. Bon, j'exagère là, il disait des choses aussi des autres, mais tout partait des lettres persanes et à partir de ça, il faisait le tour de la littérature du 18e siècle. Cet homme avait des fans finis parmi ses étudiants qui l'adoraient et qui l'ont suivi tout au long de sa carrière et même au-delà parce qu'il continue à être très actif dans la retraite. On le voit un peu partout s'impliquer au Fonds québécois de recherche en société et culture, dans la vie culturelle au Saguenay. Si vous avez l'occasion de l'entendre un jour, c'est vraiment un homme formidable et donc un grand admirateur des lettres persanes, manifestement. Alors, ces lettres persanes, donc, vont mettre en scène des personnages en mouvement qui se déplacent. Alors, ça permet de traverser un petit peu différentes régions de France et faire la critique des différents lieux, différents personnages qui y habitent. Ils sont en mouvement et ils sont en relation avec des gens sédentaires. Alors, ceux qui ne bougent pas, ce sont les eunuques et les femmes du sérail qui reçoivent des lettres, qui échangent des lettres avec Usbek et Rika. Vous avez une absence de transition qui est permise par la forme épistolaire. On n'a pas besoin, comme dans un roman, d'expliquer d'un chapitre à l'autre comment on passe d'un épisode à l'autre. Il n'y a pas de justification donnée, ce sont des lettres qu'on envoie comme ça, et puis qui permettent de passer d'un sujet à l'autre sans avoir à fournir d'introduction, d'explication. On se donne le prétexte de vouloir informer nos amis laissés derrière de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on a vu, et puis voilà, c'est ce qui permet de ne pas avoir à ménager les transitions. Il y a un changement de point de vue constamment parce que, bien sûr, vous avez différents interlocuteurs. Alors, on change de point de vue. L'instance énonciative est toujours différente d'une lettre à l'autre. Alors, c'est surtout des lettres d'Uzbek et Erika, mais quand même, on passe d'une instance énonciative à l'autre avec les lettres échangées. Et ça permet aussi, ce changement de point de vue énonciatif, la forme épistolaire permet aussi de varier les circonstances et les points de vue sur le siècle et sur les aventures vécues par les uns et les autres. Alors, on est en quête ici de vérité universelle et Montesquieu profite de l'actualité pour exposer ses idées sur la liberté, sur la justice, les lois, l'esclavage, la tolérance. Il va se livrer à une critique assez sévère qui va être détaillée ici. Alors, quelques points pour illustrer ça. Après cet extrait, je donne un extrait d'abord, puis après ça, je détaille ce qu'on doit en retenir là, au niveau formel. Alors, lettre 37, Usbek à Ibn. Ça vous donne le ton et ça vous montre aussi pourquoi c'est un peu dangereux, ce petit jeu de critique et pourquoi ça méritait un couvert et un prétexte pour ménager un peu Charles de Montesquieu de la censure et des possibles représailles. Donc, le roi de France est vieux. Nous n'avons point d'exemple dans nos histoires d'un monarque qui ait si longtemps régné. On dit qu'il possède à un très haut degré le talent de se faire obéir. Il gouverne avec le même génie de sa famille, sa cour, son État. Alors, il est question ici de Louis XIV, en fait. Alors, on imagine que ça se situe à l'époque où il est encore vivant, donc avant 1715. Usbek visite la France, il apprend à connaître un petit peu comment fonctionne le régime et il fait ce portrait du roi Louis XIV, portrait critique qui aurait pu valoir à son auteur des ennuis. On lui a souvent entendu dire que de tous les gouvernements du monde, celui des Turcs ou celui de notre auguste sultan lui plairait le mieux, tant il fait cas de la politique orientale. J'ai étudié son caractère et j'y ai trouvé des contradictions qu'il m'est impossible de résoudre. Par exemple, il a un ministre qui n'a que 18 ans et une maîtresse qui en a 80. Il aime sa religion et il ne peut souffrir ceux qui disent qu'il faut observer à la rigueur. Quoiqu'il fuit le tumulte des villes et qu'il se communique peu, il n'est occupé depuis le matin jusqu'au soir qu'à faire parler de lui. Il aime les trophées et les victoires, mais il craint autant de voir un bon général à la tête de ses troupes qu'il aurait sujet de le craindre à la tête d'une armée ennemie. Ça se poursuit sur la diapositive suivante. Il n'est, je crois, jamais arrivé qu'à lui d'être en même temps comblé de plus de richesses qu'un prince n'en saurait espérer et accablé d'une pauvreté qu'un particulier ne pourrait soutenir. Il aime à gratifier ceux qui le servent, mais il paie aussi libéralement les assiduités, ou plutôt l'oisiveté de ses courtisans, que les campagnes laborieuses de ses capitaines.
Souvent, il préfère un homme qui le déshabille ou qui lui donne la serviette lorsqu'il se met à table, à un autre qui lui prend des villes ou lui gagne des batailles. Il ne croit pas que la grandeur souveraine doive être gênée dans la distribution des grâces, et sans examiner si celui qu'il comble de bien est homme de mérite, il croit que son choix va le rendre tel. Alors, on voit les critiques s'accumuler tranquillement. C'est jamais méchant, mais la critique porte quand même assez fort. Il croit que son choix va le rendre de tel. Aussi, lui a-t-on vu donner une petite pension à un homme qui avait fui des lieux et un beau gouvernement à un autre qui en avait fui 4. Il est magnifique, surtout dans ses bâtiments. Il y a plus de statues dans les jardins de son palais que de citoyens dans une grande ville. C'est un petit peu hyperbolique. Sa garde est aussi forte que celle du prince devant qui tous les trônes se renversent. Ses armées sont aussi nombreuses, ses ressources aussi grandes et ses finances aussi inépuisables. À Paris, le 7 de la lune de Maharan, 1713. Alors, pour bien ancrer le cadre exotique, on va utiliser le calendrier perse et essayer de nous faire croire que c'est vraiment un Perse qui a écrit tout ça. Cette lettre, elle est complète, OK? Ça vous donne le tableau. On voit comment le cadre épistolaire n'est qu'un prétexte pour tenir des discours critiques comme ça. On ne se donne même pas la peine ici de parler, de faire une fiction de correspondance où « Ah oui, j'ai reçu ta lettre hier, je voulais répondre, mais j'étais occupé. » Il n'y a même pas ça. Là. La plupart du temps, on va droit au but et on tient son discours et on comprend que c'est vraiment un prétexte. Pour quelqu'un comme moi qui a étudié la rhétorique épistolaire, c'est clair qu'il s'agit d'une fiction. Je n'aurais pas eu besoin de me le faire dire. Je l'aurais reconnu assez facilement. Mais il y a eu des gens pour croire à l'époque que c'était vraiment des lettres réelles échangées par des Persans ayant visité la France. On a été floués. Alors, on évoque ici quelques motifs thématiques, les principaux motifs. La fiction du sérail va permettre la peinture de tableaux libertins. Alors, on en profite pour expliquer comment ça fonctionne un harem et qui mène le harem et quel est le rôle des eunuques et comment les femmes se disputent pour devenir la préférée, la favorite. Alors, ça donne l'occasion d'évoquer des mœurs assez licencieuses. Vous avez une réflexion sociologique qui est menée tout au long sur la situation de la femme, qui ne va pas très loin, hein, qui ne va pas jusqu'à prôner son émancipation. Là. On ne se racontera pas d'histoire. Montesquieu n'est pas rendu là. Le siècle n'est pas rendu là pour la plupart, bien qu'il y ait une exception notable dont on va parler tout à l'heure. Cette situation de la femme, elle n'est pas envieuse. Elle n'est pas extraordinaire. Elle est encore oppressée à bien des égards et un peu partout, et pas seulement en Perse, aussi malheureusement en France. Oups, je suis allé un peu vite. Réflexion sur la femme et bon, ben, il y avait un autre puce. Normalement, il devait y avoir un autre puce qui disait illustration concrète du despotisme oriental. C'est aussi l'occasion de critiquer ce régime despotique qui est celui qui domine en Orient. Alors, ce n'est pas seulement une critique de la vie française, de la politique française, c'est une critique des autres régimes aussi. Et comment Uzbek administre son sérail, ce n'est pas nécessairement le comportement exemplaire que Montesquieu veut proposer. Là. Il réfléchit à une critique, bien sûr, de la politique française et notamment de la monarchie absolue, qu'il conteste parce qu'elle résume en un seul personnage tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Et ça, c'est terriblement dangereux pour lui, à ses yeux. Il va proposer plutôt un gouvernement républicain dans l'esprit des lois. On y viendra bientôt. Mais il n'y a pas plus d'égards de considération pour le régime persan. Il pense qu'on est dans le despotisme et ce n'est pas mieux. La conclusion nous mène à penser que les sens constituent un obstacle au règne de la raison et qu'il ne faut pas se laisser émouvoir par les sens, par l'amour, par les sentiments, par l'émotion. Il faut plutôt se fier à sa raison et à son pouvoir de déduction et d'observation. Et c'est comme ça qu'on va trouver comment régler sa vie. C'est une critique très hardie de la société et qui justifiait justement le recours au filtre de la fiction, de l'exotisme et du regard étranger dans cette ironie comparative entre les deux civilisations. Voltaire va utiliser à son tour aussi la fiction pour illustrer ses idées, pour suggérer au lecteur ce qu'il croit être la vérité.
On retrouve ici ces contes philosophiques dont je vous parlais la semaine dernière et dont je disais que c'était la partie la plus insignifiante aux yeux de Voltaire de son œuvre, mais celle qu'on a retenue aujourd'hui et qu'on lit le plus volontiers, alors que ces tragédies sont un peu lourdes à nos yeux pour notre sensibilité, pour notre humeur. Ça, on se délecte de Zadig, Micromégas, Candide ou l'optimisme. Et je me souviens d'avoir lu tour à tour. Le premier Voltaire que j'ai lu, c'était Zadig. Et c'était dans ma bibliothèque, une bibliothèque que mon père avait montée à coup de volume qui arrivait une fois par mois. C'était une collection du Reader Digest, des livres très, très jolis par ailleurs et facile à lire parce qu'il n'y avait pas d'appareil critique, c'était juste le texte, peut-être une petite préface, mais rien de très compliqué. Et je découvrais dans le désordre des auteurs prestigieux dont j'avais entendu le nom au moins mentionné, mais dont j'ignorais tout. Et je lisais sans trop réaliser, parfois des textes du 18e, après ça un texte du Moyen Âge, après ça un texte de l'Antiquité, après ça un texte du 19e. Et j'ai découvert Voltaire, Rousseau, Diderot dans cette bibliothèque. Alors, sans savoir, mon père, enfin, je pense qu'il le savait, il a planté une graine qui a germé et qui s'est développée en une passion de la littérature extraordinaire. Lui, il disait au départ que c'était pour lui qu'il avait acheté cette bibliothèque, mais plus tard m'a confié qu'il l'avait achetée et montée en pensant à moi, en espérant m'intéresser à la littérature. Eh bien, Paris réussit. Ça a marché fort. Et un des premiers textes que j'ai lus, c'était Voltaire, donc, un des premiers textes du 18e, et même un des premiers de la bibliothèque, je dirais, avec la poésie de Victor Hugo, c'est Voltaire. Et donc, l'histoire de Zadig, dans cet Orient un peu idéalisé, artificielle, en fait, et qui nous raconte les aventures, les tribulations de ce jeune homme tout à fait sympathique et éminemment philosophe qui tire des conséquences de ses infortunes. Micromégas nous raconte l'histoire de la visite d'un extraterrestre qui est en fait un géant qui vient de Sirius et qui va ramasser au passage un nain parce que le géant en question, Micromégas, il fait 39 km de haut. Okay? Et le nain dont je vous parle, lui, il fait seulement 2 km de haut. Et imaginez que ces deux-là débarquent sur la Terre et vont entrer en dialogue avec les Terriens. Ce n'est pas une armée d'invasion, le type de Saturne, le nain là, de 2 km. Et lui, ils sont juste curieux et veulent apprendre à connaître un peu comment fonctionne le monde. Alors, ça a donné des échanges très intéressants où Micromégas se moque un petit peu des hommes et de leurs croyances, et notamment en matière de religion. Ils entendent à un moment donné un sorbonicole, un sorbonnard théologien qui explique comment fonctionne le monde et comment tout l'univers a été créé pour la Terre. Dieu a placé la Terre au centre de la création et tout ça tourne pour nous. Tout ce qu'on voit autour, là, c'est Dieu l'a mis pour nous seulement. Et ça semble tellement ridicule, Micromégas, qu'il ne peut pas s'empêcher de rire. Candide nous raconte les aventures de ce jeune naïf, ingénu, sympathique au possible, à qui il arrive toutes sortes de mésaventures aussi, et qui est accompagné par son maître de philosophie, Pangloss, qui lui enseigne que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Alors même quand les choses virent à la tragédie, Pangloss est là à raisonner, à dire « Oui, on pourrait penser que c'est une mauvaise chose, mais en fait, si ce n'était pas arrivé, vous n'auriez jamais pu retrouver votre maîtresse qu'on pensait morte et abandonnée. Oui, depuis, on l'a passablement amochée et elle est laide et dentée, mais quand même, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. » Et c'est une pointe contre la philosophie de Leibniz, dont il se moque, qui avait avancé cette idée que tout va pour le mieux, mais dans un contexte différent. Alors, il tourne ça au ridicule, c'est vraiment une satire de la philosophie de Leibniz, mais ça donne un roman absolument sympathique où domine l'ironie voltairienne qui est, ma foi, délicieuse quand on la saisit, parce que ce n'est pas facile à tous les âges. Je vous le disais, les jeunes collégiens, lycéens ont de la difficulté à comprendre Candide au départ. Mais quand on découvre les mécanismes de l'ironie, vraiment, c'est savoureux. Et ça finit avec une belle leçon de sagesse de Candide qui dit à Pangloss, qui essaie encore de le convaincre que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Cela est bien, dit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. Alors, c'est beau la philosophie et tout, là, mais il faut s'occuper de notre jardin. Là. Et c'est un plaidoyer pour une sagesse
épicurienne que fait Candide alors. Alors, très beau roman conte philosophique que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas fait. Vous avez l'ingénu qui raconte l'histoire d'un Huron. En fait, ce n'est pas un vrai Huron, c'est un Français qui va être élevé par les Hurons et qui, donc en Amérique, et qui va être après ça ramené en France et qui va vivre un traumatisme parce qu'il découvre sa vraie société, mais qui finalement ne fonctionne pas du tout comme la société dans laquelle il a été élevé. Et c'est encore une fois l'occasion de faire une critique tout à fait intéressante par ce jeu de perspective là, qui nous permet d'envisager une culture à travers la culture des autres. Vous avez un certain nombre d'ouvrages qui versent dans le libertinage et qui exaltent aussi la sensibilité. Vous avez un auteur comme Claude Prosper Joliot de Crébillon, c'est le Crébillon fils. Je vous parlais de Crébillon père la semaine dernière le dramaturge, je vous disais qu'il avait un fils et qu'on allait retrouver. Ben le voilà, c'est Claude Prosper Joliot de Crébillon, Crébillon fils, qui va contribuer à l'évolution du roman de mœurs. Alors qu'au siècle précédent, on tournait volontiers en dérision les roturiers, les gens de basse extraction. Lui, il va en faire les héros de ses histoires, finalement, et les présenter sous un jour avantageux. Il n'est pas le seul à faire ça. Ce qu'il vise d'abord dans un roman comme Le Sofa, 1742, c'est l'aristocratie décadente. C'est une charge en règle contre cette aristocratie qui s'est perdue dans ses mœurs, dans son rapport au monde, à l'existence. Et à travers cette satire libertine, on veut montrer son ridicule, finalement. Il y a l'écumoire de Utanzai, qui est une japonaiserie grivoise, où il y a des scènes assez licencieuses, où l'auteur s'en prend à Marivaux dans un plaidoyer non conformiste. Il donne un grand roman d'analyse aussi avec Les égarements du cœur et de l'esprit, publié de 1736 à 1738. Donc, à travers plusieurs œuvres comme ça, il va faire valoir ses idées à travers cette critique en règle donc, de l'aristocratie et ce plaidoyer en faveur des roturiers. Vous avez l'abbé Prévost. Non, c'est pas avant ça. Avant, on va parler de Samuel Richardson. J'allais parler de l'abbé Prévost parce que c'est l'abbé Prévost qui va traduire Richardson. Alors, Samuel Richardson est un écrivain anglais qui va connaître un succès retentissant à l'époque, tellement qu'on va vouloir le traduire en France. Et c'est l'abbé Prévost, le même abbé Prévost qui a écrit Manon Lescaut, qui va se charger de ça. Alors, ça va être pour lui l'occasion d'exercer sa plume après avoir raconté l'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut en 1731. Il va traduire Pamela de Richardson en 1742. Alors, ce n'est pas chez Richardson qui a fait ses classes, il était déjà romancier à l'époque, mais il va faire connaître ce roman épistolaire polyphonique qui va beaucoup influencer la production contemporaine. Ça va devenir un genre vraiment très populaire qu'on va chercher à émuler. Pensez seulement à Rousseau, mais aussi aux liaisons dangereuses de Laclos. On est dans le roman épistolaire polyphonique à plusieurs voix, par opposition au roman épistolaire monodique à une seule voix. Vous avez lu les lettres portugaises, eh bien, vous savez que c'est un roman épistolaire monodique où on n'a que les lettres de Marianne finalement. Alors, Richardson nous raconte une histoire sentimentale dans Clarissa Harlowe, après avoir raconté l'histoire de Pamela. Prévost va traduire tour à tour Pamela en 1742 et Clarissa Harlowe en Pamela en 1742 et Clarissa Harlowe en 1752. Qui raconte l'histoire de deux femmes finalement très différentes. Clarissa Harlowe est un modèle de vertu qui est entouré de salauds qui essaient d'abuser d'elle et notamment de certains Lovelace qui est au cœur de cette histoire qui finit un peu
malheureusement, je ne vous cache pas le punch, là, mais c'est un peu triste tout ça. Mais c'est le début du roman sentimental aussi, la sensibilité anglaise qu'on va retrouver chez Jane Austen, portée au nu. Ben, on en sent déjà là, des précurseurs chez Richardson, malgré une dimension parfois, je ne dirais pas libertine, mais certainement sentimentale, voire érotique presque. Ça va presque jusque-là. Vous avez donc l'abbé Prévost qui donne une nouvelle orientation au roman français à travers ses traductions. J'aurais dû attendre, j'avais la diapositive pour expliquer tout ça. Traduction donc de Pamela de Richardson en 1742 et la traduction de Clarissa Harlowe en 1752. Qui donne à connaître au public français le genre du roman épistolaire et qui va connaître par la suite là, un succès retentissant. Richardson, quant à lui, met au goût du jour le roman épistolaire polyphonique, donc il réussit ce difficile équilibre entre le réalisme et l'idéalisation moralisante qui va servir de modèle, notamment à Rousseau. Parce que quand Rousseau entreprend d'écrire la nouvelle Héloïse, dont nous parlerons bientôt, il prend modèle sur Richardson. Alors, c'est important de savoir la filiation entre ces textes, comment les Français ont été influencés par les Anglais et comment le pré-romantisme français a finalement peut-être un ancêtre étonnant à la personne de Samuel Richardson. Bien sûr, c'est Rousseau qui va l'illustrer, le pré-romantisme, qui va l'incarner à travers la nouvelle Héloïse, mais il faut chercher l'inspiration peut-être du côté de Richardson. Vous avez ensuite Manon Lescaut, d'un certain abbé Prévost, qui raconte donc les histoires du chevalier des Grieux et de la pauvre Manon, le roman de l'amour fatal. Et si vous avez bien fait vos devoirs, vous devriez avoir terminé ou être sur le point de terminer le roman. Et j'espère, parce que c'est pourrait que je gâche un peu les punchs à travers les commentaires que je vais faire et qui visent à éclairer un petit peu les sujets de dissertation pour vous aiguiller, peut-être vous donner quelques pistes. Moi, c'est un roman que j'ai découvert au Cégep, qui faisait partie d'un programme de lecture. Je n'avais aucune idée de qui était l'abbé Prévost, de Manon Lescaut non plus, et j'ai été scotché. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Je me suis surpris à embarquer à fond et à me désoler, à me navrer pour le pauvre des Grieux qui était tombé entre les mains d'une coquine. Pour moi, Manon, ce n'était pas une bonne femme, même si Desgrieux est convaincu du contraire, même s'il pense qu'au fond, elle est juste un peu naïve et elle se laisse un peu abuser. Et oui, elle a des petits vices, elle aime trop l'argent et tout, mais non, moi, je trouvais qu'elle était terrible, même si Desgrieux plaide pour la racheter à nos yeux constamment. Je ne me laissais pas tomber dans le panneau. J'y reconnaissais le prototype finalement de l'amante difficile, compliquée, de la fille impossible qui déjà me faisait fuir à l'époque. Alors, le roman de l'amour fatal est-il un roman libertin? Non, ce n'est pas du libertinage, même s'il y a certaines évocations sensuelles et tout. On n'est certainement pas dans le libertinage et on n'est certainement pas en train de proposer Manon Lescaut comme un modèle de conduite, ni même le comportement des Grieux. N'allez pas régler votre existence sur ce modèle, vous allez être très malheureux. Alors, la ligne pure de l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut tranche parmi les autres œuvres romanesques de Prévost. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. C'est intéressant de voir ça. Ces œuvres entrelacent généralement de façon inextricable plusieurs drames sentimentaux afin de reproduire les sinuosités de la réalité et de la conscience déchirée. C'est quelque chose qu'il aime faire. Il aime montrer les tourments de l'esprit amoureux et de l'existence et les tribulations multiples, et Dieu qui en a des tribulations. Et il y a cette fâcheuse manie, alors que les choses se mettent à bien aller, de nous dire « et c'est là que les choses ont pris un tournant pour le pire. J'étais loin de me douter alors que tout allait tourner à la catastrophe. » Là, on commence à peine à respirer dans un épisode de Manon Lescaut et Desgrieux nous annonce que ça va aller encore plus mal. Et il fait ça constamment, gâchant un petit peu le punch, là, parce que là, on dit « OK, bon, c'est clair, ils vont se faire arrêter, c'est clair, ça va finir par un meurtre, c'est clair, ça va finir par un suicide ou je ne sais trop. » Alors, on voit venir parce que le texte est constamment en train de souligner finalement ce qui s'en vient.
La narration des Grieux ne retient que les détails essentiels. Il faut se rappeler que c'est un cadre particulier. L'histoire est racontée par un homme qui dit avoir rencontré des Grieux et à qui des Grieux a livré tout le récit de sa vie. Et c'est cet homme, donc, qui nous rapporte indirectement, enfin, qui nous rapporte l'histoire de des Grieux. Alors, il y a un changement d'instance énonciative qui est un peu déroutant au début, et puis qu'on retrouve à la fin le narrateur initial. Et Desgrieux ne nous dit pas tout, ce n'est pas une biographie, ce ne sont que les détails essentiels qu'il retient susceptibles de faire comprendre le drame. Et ça permet de concentrer l'intérêt sur le mécanisme tragique, le piège dans lequel s'enfonce le pauvre Desgrieux et comment il se condamne à son propre malheur. Il aurait eu 100 fois l'occasion de fuir les griffes de Manon s'il avait suivi le conseil de son ami Tiberge, s'il avait suivi les conseils de son père, tout le monde autour qui comprenait que cette femme était toxique pour lui. Mais non, à chaque fois, il veut se convaincre que Manon n'est pas celle que l'on croit, qu'elle est vertueuse au fond, c'est qu'on l'a mal compris. Il s'obstine à poursuivre une relation qui ne peut connaître d'autre issue que fatale. Ça va mal finir, cette histoire, c'est clair. Pas besoin de se poser des questions très, très longtemps. On voit bien qu'il ne fait que s'enfoncer encore et davantage d'un épisode à l'autre. Alors, c'est intéressant parce que cette attention donnée aux détails nous permet de nous concentrer sur l'action, les rebondissements de l'action qui sont très nombreux. Ça bouge beaucoup. On ne s'ennuie pas chez l'abbé Prévost. Il se passe tellement de choses dans la vie de ces deux-là qu'on a peine à y croire. Heureusement, ce n'est pas concentré sur une seule année, ça s'étend sur une durée assez longue et c'est ce qui rend ça un peu plus réaliste. Sinon, on dirait que ça porte atteinte au vraisemblable. Alors, ça conduit inéluctablement, de manière implacable, à un destin fatal, à une fin que je ne vais pas exposer parce que je fais le pari qu'il y a au moins une personne sur deux qui n'a pas fini. Je ne dirai pas exactement comment ça finit, mais ça finit mal. Ça, c'est certain. Alors, le procédé du retour en arrière, parce que c'est ce qu'on fait, hein, on revient en arrière parce que quand l'auteur, enfin, le narrateur dit avoir rencontré Desgrieux une première fois avant son départ pour l'Amérique. Il le rencontre au retour d'Amérique et c'est deux fois des flashbacks qui nous permettent de voir finalement ce qui s'est passé entre ces deux épisodes et ça permet de mêler au récit nombre de réflexions sur le sens que l'avenir va donner aux événements. Le présent prend ainsi une résonance tragique et l'aveuglement du héros va être mis en relief à travers ce moyen. Le roman rassemble les thèmes plutôt fondamentaux de toute l'œuvre de Prévost qu'on retrouve ailleurs, donc l'amour fatal, l'amour contrarié, la femme fatale aussi qui vont conduire l'homme à la déchéance et à la malédiction. La femme est à l'origine de tous les maux. Ce n'est pas nouveau. Hein? On est souvent à blâmer la femme en littérature et ailleurs. Eh bien, c'est vrai aussi là. Et effectivement, celle qui paraît le plus mal, quoique j'ai eu bien envie souvent de gifler Desgrieux bien plus que Manon Lescaut, parce qu'il est responsable de son propre sort, de ses propres choix. Oui, on peut douter de la vertu de Manon, mais c'est Desgrieux qui s'enfonce et presque de bon cœur. Alors, l'impuissance de la volonté aussi, oui, qui est évoquée dans l'œuvre de Prévost, l'impuissance de la volonté d'un Desgrieux à finalement se contrôler, se contenir, à suivre les recommandations des uns et des autres, à s'amender et à se sortir de sa torpeur. Et aussi l'écartèlement entre les impulsions et le remords, parce qu'il y a ces envies soudaines de désobéir à son père, de ne pas suivre les recommandations de Tiberge et de ses amis les plus chers. Et il est partagé après ça entre les conseils qu'on lui a donnés et les décisions qu'il a pu prendre et les prix de remords constamment. Puis il se dit, ben, ça n'a pas d'allure ce que j'ai fait. J'ai profité de la largesse de mon ami, je lui ai emprunté de l'argent et encore et encore. Et lui, de bon cœur, me donnait, je lui mentais. C'est épouvantable. Il est pris de remords, Desgrieux, quand il pense à tout ce qu'il a fait. On observe un certain goût pour les scènes attendrissantes.
est terrible, comme à la fin, et je ne vous dis pas ce qui se passe, une certaine complaisance dans l'inquiétude, dans la mélancolie aussi, c'est à croire qu'il aime ça, se tourmenter des grieux, ou dans la tristesse aussi, c'est à croire qu'il aime ça, être malheureux, à force de rester avec ça. Puis on a tous connu des gens comme ça, qui sont dans une relation toxique et qu'on voudrait sortir de leur torpeur, mais il n'y a rien à faire. Et on sait que ça va mal finir, mais on assiste impuissant à ce qui leur arrive. Alors, vous avez donc là-dedans Prévost qui fonde une nouvelle sensibilité, en fait, et qui est tout à fait délicieuse, tout à fait intéressante, même si on peut trouver à redire et à critiquer du comportement des Grieux, et surtout de Manon. Alors, l'originalité du mouvement, du roman, passe par son cadre narratif qui témoigne de la volonté de renouer avec la tradition catholique des histoires galantes et tragiques, et de montrer dans la conduite du héros un exemple terrible de la force des passions. Alors, il est question d'amour contrarié, on représente un vol, en fait plusieurs vols, mais il y a ce vol mystérieux de l'argent de Manon et des Grieux, qui se portait bien au départ, jusqu'à ce qu'il fasse entrer dans la maison le frère de Manon, le frère Lescaut, qui est un escroc, un coquin de la pire espèce, pire que sa sœur, mais d'aplomb, et qui est toujours là quand il se passe des choses bizarres. Comme là, l'appartement prend feu et tout brûle, hormis un coffre qui contenait toute la fortune des Grieux, qui lui a disparu. Mais on ne revient jamais là-dessus. On ne sait pas ce qui est arrivé, mais le coffre a mystérieusement disparu. Je ne peux pas faire autrement que de suspecter le frère Lescaut, qui va entraîner des Grieux dans des très mauvais choix de vie, et notamment qui va l'amener à tricher au jeu et à fréquenter des voyous de la pire espèce avec qui il s'acoquine, et pour son plus grand malheur. Alors, il y a des scènes qui évoquent le vol. On va essayer de faire les poches de grands personnages, G de M et le fils G de M. Alors, les noms sont donnés comme ça. Là, on se dirait, attends, on censure parce qu'on veut protéger les identités. Non, c'est pour donner un semblant de véracité à l'histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le marquis de, je ne sais pas moi, de Vaudreuil? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le nom? Eh bien, parce qu'en mettant seulement les initiales, 3 petits points, on donne ce semblant de véracité qui fait que, pour préserver les réputations, on n'a pas voulu donner les vrais noms. Et ça contribue à la fiction de l'histoire, finalement. Alors, il y a cette scène du meurtre qui se fait presque sans y penser, et presque malgré lui, des Grieux qui s'échappent de la prison où il est retenu pour aller rejoindre Manon, va assassiner quelqu'un. On n'en fait pas grand cas, mais quand même, quand on y pense, c'est grave. Il a tué quelqu'un. Heureusement, il va être protégé par les gens autour de lui qui vont essayer d'enterrer l'affaire, mais il se rend coupable d'un meurtre, c'est pas rien. Il va, séjourner en prison, Manon aussi, et Manon plus d'une fois. Elle va être condamnée à un moment donné à l'exil, alors que lui, aidé par son père, va réussir à s'en sortir pas trop mal, et non content d'avoir échappé au pire, va décider de suivre Manon dans son exil et de l'accompagner en Amérique, où elle est condamnée à vivre le reste de ses jours. Alors, ça nous mène donc à l'exil et à la poursuite des mésaventures de ces deux-là. Il est question aussi de duel, il est question de toutes sortes de choses. Bref, on fait le tour de plusieurs motifs thématiques et ça nous permet d'illustrer finalement les affres de la passion, le pouvoir des passions, comment on peut être esclave de ces passions et comment on peut ne pas être capable de s'en sortir, d'y échapper. Et bien sûr, on voit toute la part de réflexion, de philosophie qu'il y a là-dedans. Il ne s'agit pas seulement de nous divertir en nous racontant une histoire, il s'agit aussi de nous instruire et de nous mettre en garde. Alors, même si le dessin moral du roman est une des lois communes du roman au 18e siècle, même chez Crébillon, Récif de la Bretonne ou Laclos, l'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut apparaît aussi comme une confession
inspiré la tradition protestante. Alors, la façon que c'est présenté, c'est comme une confession de Desgrieux qui explique tous ces crimes, finalement, sans pudeur à cet étranger qu'il a rencontré et qui s'est montré généreux envers lui et qui décide de recueillir son histoire. Alors, c'est comme ça que ça nous est présenté, comme une confession pour se réconcilier un petit peu avec les circonstances de sa vie et dans la tradition protestante, se réconcilier aussi peut-être avec Dieu. Si Manon aime tant le luxe, c'est à cause de Paris et la contagion de Paris, corrompue par la régence qui pèse sur elle. Tout comme le dérèglement des mœurs entraîne Desgrieux à devenir un escroc. Alors, c'est les thèmes que veut évoquer et mettre en place Prévost. Et seule l'évasion va permettre aux deux héros d'échapper à un milieu dont l'influence les étouffe. L'influence est néfaste et c'est pourquoi leur amour se purifie, s'anoblit sur le continent américain. Parce que les choses, à cet égard, vont aller un peu mieux du point de vue de la vertu, en tout cas. La vertu est sauve à la fin sur le continent américain. Alors, d'ordinaire, j'aurais lu et commenté des extraits, mais ça nous prendrait un peu trop de temps. Et de toute façon, vous l'avez lu ou vous devez le lire. Alors, pas nécessaire de s'attarder plus longuement là-dessus. Je pourrai répondre à vos questions tout à l'heure à la fin du cours. On enchaîne plutôt avec un certain nombre de grands chefs-d'œuvre du siècle. Et parmi ceux-là, j'insiste pour m'arrêter un peu plus longtemps sur Madame de Graffigny, parce qu'il y a trop peu de femmes écrivains au programme des cours de littérature dans ces régimes. Et bon, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'elles n'étaient pas si nombreuses. Mais quand je tombe sur quelqu'un d'aussi extraordinaire que Madame de Graffigny, je m'y attarde parce que ça vaut le détour. Voici encore une fois une femme brillantissime, lumière de son siècle, qui a rivalisé avec les plus grands esprits et qui, si on lui avait donné l'occasion vraiment de mener une carrière sans préjugés, sans contraintes, aurait fait mieux encore peut-être que les autres. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, tragédies, poésie, recueils épistolaires, romans. Elle s'est essayée à toutes sortes de formes. Mais on va parler ici des Lettres d'une Péruvienne, qui est un roman épistolaire monodique qui suggère que l'état de nature, finalement, était celui qui permettait seulement d'atteindre un bonheur vrai. Alors, il raconte l'histoire d'une Péruvienne qui va être enlevée par les conquistadors espagnols, arrachée à son mari, et qui va néanmoins trouver moyen de correspondre avec lui, avec cette forme d'écriture que connaissaient les Péruviens, le quipu. C'est une corde sur laquelle on fait des nœuds, et à travers ces nœuds, on peut coder des messages. Alors, au départ, c'est comme ça qu'elle communique, et puis éventuellement, ça va être des textes, parce qu'elle va être amenée en Europe et elle va apprendre à écrire, elle va apprendre la langue française, elle va être rachetée par un Français et s'établir auprès de lui et tout. Refusant cependant le mariage et refusant de se soumettre à un homme. Alors, c'est une héroïne assez avant-gardiste qui résiste donc aux pressions sociales et qui veut être son propre maître. Alors, elle nous raconte finalement comment elle n'a jamais été aussi heureuse que quand elle était dans l'état de nature, finalement, et comment la civilisation, comment la société peut corrompre, finalement. À l'inverse de la culture qui, dans la conception des arts et techniques qu'on retrouve d'ailleurs chez Rousseau, quand elle est poussée à l'extrême, n'entraîne que le déclin et la décadence de la civilisation. Pour elle, c'est l'état de nature qui nous mène au vrai bonheur. Alors, ce roman épistolaire, il paraît donc en 1747. Au milieu du 18e siècle, ça a été un gigantesque succès de librairie, connaissant plus de 50 éditions. En fait, c'est 40 éditions en 50 ans plutôt, et traduit en 5 langues. Alors ça, c'est vraiment phénoménal pour une femme écrivain d'avoir vu son œuvre publiée autant de fois en son siècle et traduit en 5 langues. C'est un succès international. Madame de Graffigny était une femme de lettres, donc dont le talent était reconnu partout à travers l'Europe grâce à la diffusion de cet ouvrage et d'autres encore, la traduction et tout, et qui était une femme qui tenait salon. Alors, elle avait rue de Saint-Hyacinthe, près des Fossés Saint-Jacques, autour de 1749, puis rue d'Enfer à Paris. Elle a tenu 2 salons tour à tour qui étaient fréquentés par les poètes et les philosophes.
Certains surnommaient cet entourage le bercail des beaux esprits. On y rencontrait, quand on fréquentait cette société, des gens d'illustres inconnus comme un certain Montesquieu, un certain Diderot, un certain Voltaire, mais aussi d'Alembert, Madame du Châtelet et Voltaire. Donc, alors, la haute société, mais aussi les grands écrivains du siècle ont fréquenté son salon et on imagine les échanges qu'ils ont pu avoir entre eux. On connaît notamment les détails de l'histoire d'amour entre Voltaire et Madame du Châtelet parce que Madame de Graffigny a été témoin de cette histoire. Elle a séjourné avec eux à un moment donné et puis elle rend compte de ça à travers son œuvre. Elle reprend la veine exotique et le style épistolaire employé par Montesquieu déjà dans les lettres persanes, ce n'est pas nouveau. Cette idée d'une critique, encore une fois, vue par quelqu'un de l'extérieur. Alors, le regard de la péruvienne sur la société française. Et Françoise de Graffigny va dénoncer les travers de cette société sous la plume donc de cette jeune péruvienne enlevée qui s'appelle Zilia, exilée en France et qui écrit à son amant Asa. Alors, c'est vraiment une lecture savoureuse et digne de votre considération. L'auteur était une grande amie de Rousseau. Alors, Rousseau avait des amis, oui, oui, à un certain moment donné de sa vie. Il a eu des amis, le pauvre malheureux, qui l'ont tous trahi à son compte. En tout cas, lui pense qu'il a été trahi par tout le monde. Il devient à un moment donné complètement paranoïaque et c'est un peu malheureux de voir dans quel état d'esprit il finit sa vie. Mais longtemps, donc, elle a été l'amie de Rousseau. Et elle a été influencée par son rêve d'un monde naturel, finalement, où on pourrait connaître le vrai bonheur dans cet état de nature. Mais pour elle, ce monde, le rêve d'un monde naturel, serait incarné dans la femme, finalement. Une femme qui est plus susceptible que l'homme de se conformer à la nature, qui, dans son rapport au corps, dans son rapport au monde, à l'existence, est plus proche de la nature que l'homme, qui, lui, se laisse emporter par les tourbillons de la vie en société, de la civilisation et tout ça. Donc, c'est plus naturel pour une femme, à ses yeux, de vivre en harmonie avec la nature. Alors, on peut parler chez elle d'un pré-féminisme, d'un proto-féminisme, parce qu'elle dénonce la douloureuse condition de la femme à l'époque, assujettie à un monde régenté et corrompu par les hommes. Vous irez voir la lettre 34, là, qui est un réquisitoire assez sévère contre le sort réservé aux femmes. Et on comprend que cette lettre est écrite en écho aux lettres précédentes et propose un renversement utopique. Ce renversement utopique fait désormais de la jeune femme la souveraine d'un peuple, éventuellement un peuple incarnant ses idéaux, car vivant de manière conforme à la nature et préservé des vices de la culture. Alors, c'est quelque chose de très intéressant. Ça mérite d'être vu. Vous savez que dans les années 60, le mouvement féministe a redécouvert Madame de Graffigny et il a vu en elle un de ses précurseurs. C'est à ce point-là. Alors, je sais que je l'ai dit souvent, je l'ai dit à propos de Christine de Pisan, je l'ai dit à propos de Marguerite de Navarre, je le répète à propos de Madame de Graffigny. On a eu dans l'histoire de France des grands écrivains, de grandes femmes écrivains qui méritent considération. Je vous invite vraiment à vous plonger dans son œuvre et ça pourrait faire l'objet d'un excellent pastiche. Alors, si vous êtes, mesdames, sensibles au sort injuste réservé aux femmes à travers l'histoire, allez de ce côté, allez voir la lettre 34 dont je vous parlais et vous allez y trouver votre profit. C'est très facile à repérer sur Internet. Vous faites lettre d'une péruvienne, vous avez sur Wikisource le texte intégral et vous pourrez très rapidement voir de quoi il s'agit. Lettre 34, lettre 35, il y a des choses intéressantes et ça pourrait faire l'objet d'un très beau pastiche ou parlant à travers la plume fictive de Zilia, vous pourriez faire une critique de notre monde parce que les choses n'ont pas changé tant que ça finalement. Les choses n'ont pas tellement changé pour les femmes malgré les avancées, les progrès. Il reste encore une discrimination, une violence inacceptable faite aux femmes qu'il faut déplorer. Alors, j'arrête parce qu'il faut parler des autres aussi, mais c'est quelque chose de très intéressant. Alors, on va parler maintenant de la Nouvelle Héloïse, la plus importante œuvre romanesque du siècle.
malgré la condamnation portée par son auteur contre les romans, parce que ce qui est ironique, c'est que Rousseau fustigeait le genre. Il disait que le genre romanesque était quelque chose finalement d'assez douteux et de dangereux même. Alors, il écrit lui-même un roman. Il n'est pas à une contradiction près et on va souvent lui mettre sous le nez ces contradictions. Et parmi ceux qui vont lui mettre sous le nez, Voltaire. Alors, par exemple, ce Rousseau que j'aime beaucoup, et que j'affectionne même, je pense, plus que Voltaire, je ne peux pas faire autrement que d'éprouver pour lui une profonde sympathie parce qu'il a été persécuté, ridiculisé. Et quand j'étais étudiant à l'Université de Montréal, il y avait un parti pris en faveur de Voltaire. Tous les profs présentaient Voltaire comme étant vraiment le génie du siècle et Rousseau était un pauvre type finalement. Et je ne sais pas, j'ai pris parti pour Rousseau à ce moment-là et c'est resté depuis, même si j'affectionne beaucoup Voltaire et que je ne tranche pas là, en faveur de Rousseau sur lui à tous les points, il me semble plus humain à bien des égards. Ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas de compagnie d'esclaves déjà, ça le rend plus sympathique. Mais aussi, j'en parlerai plus tard, mais Voltaire lui a mis sous le nez plein d'inconséquences, et notamment, Rousseau est l'auteur d'un traité sur l'éducation qui s'appelle Émile, où il dit comment on devrait élever nos enfants, et Voltaire ne va pas manquer de faire savoir que Rousseau a abandonné 5 de ses enfants à l'orphelinat parce qu'il ne se croyait pas capable de les élever. Alors, c'est beau, hein? Monsieur nous fait des leçons sur l'éducation, mais monsieur abandonne ses enfants. Alors, il fallait compter sur Voltaire pour ne pas laisser passer ça. Il fait courir l'information, bien sûr, discrètement au départ, pour pas qu'on sache que ça vient de lui, mais bien sûr, ça va nuire beaucoup à Jean-Jacques. Mais je reviens à la Nouvelle Héloïse. C'est un succès formidable. C'est un grand roman, un gros roman, c'est une grosse brique, un gros roman épistolaire et qui va amener à réviser complètement la hiérarchie des valeurs littéraires et qui va faire que le roman va atteindre les sommets. Ce que fait Rousseau ici, avec la Nouvelle Héloïse, c'est mettre le roman sur la map, en faire un genre vraiment digne de considération. Et tout d'un coup, le roman va devenir le genre souverain pour le siècle qui suit au 19e siècle. Et ça commence avec Rousseau. Et pourtant, ce n'est pas un roman traditionnel, on sait bien, c'est un roman épistolaire, alors polyphonique, avec plusieurs lettres de différentes personnes. Mais n'empêche qu'il y a là des enjeux, des procédés romanesques qui montrent l'intérêt de la forme. Ce roman épistolaire symphonique, on dit polyphonique, mais on pourrait dire aussi symphonique, relate la passion amoureuse entre Julie d'Étanges, qui est une jeune noble, et son professeur, son précepteur, qui s'appelle Saint-Preux, un homme d'origine humble. Et ça s'appelle La Nouvelle Héloïse, même si l'héroïne s'appelle Julie, parce que c'est par référence à l'histoire d'amour d'Héloïse et d'Abélard au Moyen Âge, dont on a parlé dans le cours précédent, à l'automne. C'était Héloïse, l'élève d'Abélard, grand philosophe, grand savant, homme d'église, qui a eu le malheur de s'amouracher de son étudiante et ça va lui valoir beaucoup d'avanie, et notamment d'être châtré, d'être castré, parce que le fait d'être châtré lui interdisait à tout jamais une carrière ecclésiastique. Allez savoir pourquoi, là. On pensait qu'un homme castré ne pouvait pas servir l'Église. Moi, je pense qu'au contraire, c'était une bonne idée pour cela, mais enfin, c'est une autre histoire. Et cette histoire, donc, est modelée un petit peu sur cette aventure entre Abélard et Héloïse. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle La Nouvelle Héloïse. La Nouvelle Héloïse pose tous les problèmes qui hantent en 1761 la conscience des contemporains. Et on va voir donc un certain nombre de motifs thématiques. Les mystères de l'amour. Alors, on se préoccupe beaucoup de l'amour. On en parle de plus en plus. Ça prend de plus en plus place. On est à l'ère pré-romantique. Et vraiment, c'est un sentiment qu'on porte au nu. Il est question d'exaltation des sentiments. On voit comment les personnages se laissent aller à exprimer leur ardeur amoureuse. Et c'est d'abord Saint-Preux qui fait tomber les masques et qui avoue à Julie qu'il s'est épris d'elle. Et au départ, Julie feint la froideur, ou en tout cas, elle ne semble pas réagir, elle ne dévoile pas sa passion, mais à un moment donné, c'est plus fort qu'elle et elle
va dire qu'elle est aussi éperdument amoureuse de son professeur. Alors, il y a l'exaltation des sentiments. Il y a une certaine complaisance des personnages qui se plaisent dans la plainte amoureuse, la plainte, les reproches et tout, mais ça, c'est tout à fait typique du romantisme. Et ça fait de ce roman un roman emblématique du genre sensible, finalement. La sensiblerie pour certains, mais on peut dire aussi de la sensibilité. Et c'est vraiment charmant. La nouvelle Héloïse constitue un prototype du mouvement littéraire pré-romantique. On pourrait dire qu'avec ça, Rousseau fonde le pré-romantisme. Il pave la voie à la génération précédente. On y retrouve à l'évidence toutes les caractéristiques, le rapport à la nature, l'exaltation des sentiments, le rapport au corps, à l'âme, etc. C'est certainement très présent. Alors ça aussi, ça vaut le détour, même si c'est une grosse brique. J'ai renoncé à vous en imposer la lecture parce que je pensais que c'était trop vous charger, mais je vous invite quand même, si vous êtes curieux, à aller voir de ce côté. Il y a des choses intéressantes. Vous avez... prochaine diapositive, bon, un extrait des Liaisons dangereuses dont on va parler. Je pensais qu'il y avait une diapositive qui le présentait, mais en tout cas, on va voir après si je n'ai pas inversé les choses. Les Liaisons dangereuses de 1782 de Laclos vont prolonger et approfondir cette analyse finalement psychologique qu'on retrouve chez Rousseau déjà. Opposant par le biais de la polyphonie le cri pur de l'amour aux artifices des libertins. Alors, qui sont-ils ces libertins? C'est notamment les deux personnages principaux de ce roman polyphonique, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, qui jouent à des jeux un peu pervers, qui essaient de détourner la vertu de la pauvre Cécile de Volanges et qui vont abuser d'elle pour se venger des uns des autres. En tout cas, il y a toutes sortes de péripéties là-dedans. Vous avez peut-être vu la très belle adaptation de Milos Forman qui s'intitule Valmont, ou sinon, vous avez vu le très beau film de Stephen Frears qui s'intitule Les liaisons dangereuses, ou peut-être vous avez vu une adaptation plus moderne avec des actualisations au 20e siècle, le 21e siècle. On a souvent repris cette histoire. Elle est fabuleuse. Moi, j'ai été vraiment très touché par ça. Je l'ai découvert d'abord au cinéma. La première fois que j'ai entendu parler des liaisons dangereuses, c'était avec le film de Stephen Frears et c'était incarné par John Malkovich, qui jouait un Valmont extrêmement convaincant. Là encore, ça vaut le détour. Si vous avez un moment, là, regardez ce film. C'est vraiment très, très bon. Valmont est au moins aussi bon, mais si l'un est plus fidèle au récit, l'autre est plus fidèle à l'esprit. C'est Colin Firth qui incarne Valmont. Et je trouve que c'est une représentation beaucoup plus proche de l'émotion véritable du roman. Et les deux ont du mérite, là. Et j'aime les deux là, d'amour, mais je pense que c'est plus proche du véritable roman du côté de Milos Forman. C'est peut-être moins hollywoodien comme représentation et c'est tant mieux. Alors, vous avez un extrait des Liaisons dangereuses pour vous mettre dans le ton il y a force rhétorique là-dedans. On se lance des pointes, assassine, on se dispute, on se réconcilie, on se trompe, on s'abuse, etc. C'est le vicomte de Valmont qui écrit à la marquise de Merteuil « Je réponds sur le champ à votre lettre et je tâcherai d'être clair, ce qui n'est pas facile avec vous. Quand une fois, vous avez pris le parti de ne pas entendre. » Alors, déjà, des reproches assez amers. De longs discours n'étaient pas nécessaires pour établir que chacun de nous, ayant en main tout ce qu'il faut pour perdre l'autre, nous avons un égal intérêt à nous ménager mutuellement. Alors, ils sont capables de se détruire l'un l'autre. Ils ont assez de lettres compromettantes dans leur poche pour le faire. Alors, on a intérêt à collaborer parce que ça pourrait mal tourner. On peut se détruire mutuellement. Un peu comme la Russie et les États-Unis qui ont un arsenal nucléaire tellement bien fourbi qu'ils pourraient se détruire mutuellement. Aussi, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais encore, entre le parti violent de se perdre et celui sans doute meilleur de rester unis comme nous l'avons été, de le devenir davantage encore en reprenant notre première liaison entre ces deux partis, dis-je, il y en a 1000 autres à prendre. Il n'était donc pas ridicule de vous dire, et il ne l'est pas de vous répéter, que de ce jour même, je serai ou votre amant ou votre ennemi. Alors, vous avez le choix.
Est-ce que vous voulez que je sois votre amant ou votre ennemi? La balle est dans votre camp et je vous conseille très, très franchement de choisir d'être mon amante parce que vous ne voulez pas de mon inimitié. Merteuil ne se laissera pas intimider par Valmont et va dire faites ce que vous voulez, je ne me laisse pas dicter ma conduite par vous et ça va très mal finir tout ça. Alors, c'est vraiment une histoire intéressante avec plein de rebondissements et éminemment facile à lire encore aujourd'hui. On se prend à s'attacher au personnage de Danceny, la jeune Cécile de Volanges, mais aussi la très tendre et pauvre, naïve présidente de Tourvel qui va être abusée par Valmont, qui va se méfier de lui comme de la peste au départ, mais que Valmont, on va réussir à convaincre qu'il est en fait un homme vertueux et qu'on a injustement sali et qui enfin finit par abandonner tout son cœur, toute son âme, tout son être à Valmont, qui va la briser totalement et avec une cruauté infinie, dont il va se repentir. Hein, et on le montre dans le film de Fierce, notamment, à quel point Valmont regrette ce qu'il a fait du fait du défi lancé par Merteuil. Alors, on enchaîne avec une autre production, une autre dimension de la production romanesque du 18e siècle qu'on pourrait qualifier des romans du mal, parce qu'on a eu des romans un peu libertins. Celui-là, déjà, Delaclos évoque le comportement de gens assez libertins, mais on va aller plus loin encore chez un certain Restif de la Bretonne. Alors, la tradition sentimentale se trouve un peu détournée, pervertie, justement, pour reprendre le titre, chez Restif de la Bretonne, avec le paysan perverti, 1755, la paysanne pervertie, qui convergent dans l'horreur, les excès du libertinage, qui ils sont punis au final, par exemple. Alors, contrairement à Sade, où on peut tout faire et prospérer, quoique lui a passé 23 ans de sa vie en prison, je ne peux pas dire qu'il a vraiment prospéré d'avoir vécu par le vice. Il y a chez Rétif de la Bretonne un minimum de morale qui fait qu'à la fin, les libertins sont punis. Mais libertinage, il y en a. Il y en a tout plein. Alors, il y a plus que de l'érotisme, il y a de la pornographie chez Restif de la Bretonne, mais sans la dimension sadienne ou sadique, c'est-à-dire qu'on ne se plaît pas, comme chez Sade, à torturer les gens, à les assassiner systématiquement. Il faut voir les scènes d'orgie chez Sade où on termine, après avoir pris son plaisir, en coupant la gorge des uns et des autres ou en jetant une pauvre enfant dans un volcan. C'est abominable, c'est terrible, même d'imaginer ces histoires. Il n'y a pas de ça chez Restif de la Bretonne, même si ça va quand même assez loin dans le libertinage. En revanche, chez Sade, là, on recourt à toutes les ressources du romanesque pour faire triompher le vice et légitimer la cruauté, parce qu'il y a chez Sade un plaidoyer en faveur de la liberté absolue, du droit de jouir de la vie, de l'existence, à partir du moment, je le disais l'autre fois, qu'on est convaincu que Dieu n'existe pas, qu'on n'aura jamais affaire à lui et on n'aura jamais à rendre compte de ses décisions, on fait ce qu'on veut. Et on essaie de s'en sortir. Et si on est chanceux et qu'on ne se fait pas prendre, on peut continuer à faire ce qu'on veut. Puis faire ce qu'on veut, ça peut vouloir dire violer, tuer, faire tout, en fait, tout ce qui nous chante, tout ce qui nous apporte du plaisir. Et ces romans sont pas juste des romans pornographiques qui visent finalement à exciter leur propre auteur d'abord ou à être des romans, de ces romans dont on dit qu'on ne les lit que d'une seule main, la littérature masturbatoire, pour reprendre l'expression de Jean-Marie Goulmeau, qui a écrit un livre là-dessus, donc ces livres qu'on ne lit que d'une seule main, qui vaut le détour. Et donc, c'est pas juste parler de sexe pour s'exciter les sens, c'est montrer comment s'édifie la philosophie de Sade à travers ça, comment il conçoit le monde. Et les scènes pornographiques sont toujours accompagnées de propos philosophiques, de discours de toutes sortes qui nous éclairent sur la vision du monde, la philosophie de Sade. Et même les romans les plus tordus, comme Philosophie dans le boudoir ou Les 120 jours de Sodome, des trucs comme ça, vont mêler philosophie et pornographie. Moi, je vous avoue que ça me trouble profondément, ces trucs.
c'est tellement tordu et pervers que je ne peux pas y trouver de l'agrément. Quand on est rendu à assassiner des gens en plein milieu d'une scène sensuelle, ça sabote un petit peu l'érotisme. Je ne sais pas pour vous, là, mais je trouve qu'on va un peu loin. Et donc, je lis, j'apprécie le discours philosophique, mais je vous dirais que ces scènes sont assez insupportables la plupart du temps. Alors, il recourt donc à toutes les ressources du romanesque pour faire triompher le vice et légitimer la cruauté, à travers notamment Justine ou les infortunes de la vertu, qu'on retrouve aussi souvent sous le nom de Justine ou les malheurs de la vertu. Et c'est un peu en réponse à Richardson. Pamela, c'était le titre au complet, c'était Pamela ou les bonheurs de la vertu, là, quelque chose du genre. Alors, c'est un contre-roman qu'il écrit. C'est pas une satire, mais c'est l'envers de la démonstration. Au lieu de nous mener vers l'exaltation de la passion amoureuse, saine et vertueuse, c'est au contraire pour fustiger celle-ci qu'il écrit Justine ou les infortunes de la vertu. Il va écrire aussi plusieurs choses, mais on retiendra Juliette, qui est la sœur de Justine, qui se comporte tout à fait différemment. Justine, elle est malheureuse parce qu'elle est virtueuse au fond. Et tout le monde abuse d'elle. Tout le monde l'agresse, tout le monde la malmène, tout le monde la viole et elle est toujours abusée de toutes parts. Alors que Juliette, elle, va être le maître de sa propre destinée et va être initiée à l'amour par une femme très tôt dans sa vie. Elle a 12 ans, je pense, 13 ans quand elle sort du couvent. Et elle va être initiée au plaisir de l'amour, donc par cette femme qui lui montre que tout est possible, puisque Dieu n'existe pas et que tout est permis, qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Et Juliette va pousser l'expérimentation très loin, va se mettre à assassiner tout le monde autour d'elle. Elle s'amuse à tuer et elle prend plaisir à tuer et va vivre une vie de libertinage, mais complètement débridée, d'une perversité absolue. Alors, il y a eu différentes versions successives de Justine. La première, c'est les infortunes de la vertu. Ça devient rapidement les malheurs de la vertu, qui marquent les étapes d'une progression vers le comble de la déshumanisation. Où là, vraiment, là, Justine n'est plus qu'un objet, de plaisir bafoué, mais complètement et de façon vraiment à la déshumaniser. Sade effectue une peinture de la cruauté et de l'inconcevable qui dirige son ironie contre l'hypocrite lecteur et qui le convie aussi à bien vouloir se reconnaître. Le lecteur pourra juger ce comportement inacceptable, mais le lecteur, il prend un certain plaisir puisqu'il poursuit la lecture. Alors, le lecteur peut bien condamner ces comportements libertins, mais il s'en excite et il cherche à nous faire culpabiliser un petit peu là, de prendre plaisir, nous aussi, à cette cruauté en étant témoin, mais en voulant se dissocier de sa dimension amorale, alors qu'elle est indissociable. La dimension amorale, elle est partout sensible. Alors, c'est assez troublant que les lectures du Marquis de Sade. Mais attendez, vous pouvez tomber sur des versions édulcorées aussi. Là. Il y a des versions où on a censuré le texte. Alors, c'est pourrait que vous tombiez un jour sur Justine et que vous disiez, ben, il n'y a pas de quoi à fouetter un chat. Assurez-vous de lire les versions non censurées et vous allez comprendre qu'il y a de quoi fouetter un chat. Et le chat est fouetté plus souvent qu'à son tour. Alors, il y a des trucs très, très troublants. Si vous voulez pasticher ça, libre à vous, mais prévenez-moi à l'avance. Je vais me préparer l'esprit. Ça peut être très, très déroutant, ce genre d'exercice. Bernardin de Saint-Pierre, maintenant, est l'auteur d'un roman absolument charmant, délicieux, que j'ai lu il y a très, très longtemps et j'aurais du mal à le résumer dans le détail, mais il m'a fait une impression suave, charmante. Un de ces livres qui nous laisse c'est ça, une impression charmante dont on ne retient pas grand-chose de l'anecdote, mais qui nous a profondément émus. Et ben, c'est ça pour moi, c'est Paul et Virginie. C'est le symbole de la jeunesse et de l'amour parfait. C'est deux jeunes personnes qui vont être élevées d'abord un peu comme frères et sœurs. Ils sont de deux mères monoparentales.
qui les élèves je pense que c'est sur l'île Maurice ou l'île de France, dans la nature sauvage. C'est un peu un cadre pastoral, c'est idyllique. Ils ont une enfance idyllique où ils vivent vertueusement le vrai bonheur, parce que le vrai bonheur, c'est d'être proche de la nature. Mais avec l'adolescence, tranquillement, on va se découvrir des sentiments amoureux. Et c'est d'abord Virginie, si mon souvenir est bon, qui se met à regarder Paul, qui jusqu'alors était comme son frère, avec un regard différent. Et tranquillement, ils vont se lier d'affection, d'amour, et ça va être un arrachement terrible quand, à un moment donné, on va envoyer Virginie en France, et pendant 2 ans, Paul va la perdre de vue. Et quand finalement Virginie revient, coup de fortune épouvantable, le bateau qui la transporte fait naufrage. Et Paul va se lancer à la nage pour aller sauver Virginie, qui est toute engoncée dans sa robe et qui refuse par pudeur de la retirer parce qu'elle ne veut pas se montrer nue devant Paul. Et cette pudeur va entraîner sa perte. Elle va se noyer finalement. Et Paul va devoir enterrer sa douce Virginie. Alors, grosso modo, c'est de ça dont il s'agit. Et on a Bernardin de Saint-Pierre qui s'affirme comme un disciple de Rousseau aussi dans ce roman. Le rêve du bonheur dans la nature et le mythe du bonheur pur éternisé par la mort, ce sont des thèmes qui avaient été abordés précédemment par Rousseau. Alors voilà, on en vient. Vous avez Philippe qui fait un commentaire. Un siècle plus tard, Emma Bovary se tape une crise existentielle après avoir lu ce roman-là. Oui, vous avez raison. Il y a de quoi être ébranlé quand même. Il y a de ces romans qui nous ébranlent la psychologie et il semble que ça a eu cet effet-là pour l'héroïne de Flaubert aussi. Alors, on emboîte avec le dernier volet et on est encore dans le Panthéon. Et c'est la vue de la coupole à l'intérieur. C'est de toute beauté. Il faut savoir qu'il y a des fresques partout sur les murs et on a ces toiles-là, ces peintures qu'il faut apprécier. Là. Tout autour, il faut faire la visite guidée ou sinon déambuler librement, mais s'attarder à tout ce qui est raconté à travers ces illustrations, c'est magnifique. Ça vaut le détour, ça aussi. Alors, vous avez Diderot et l'antiroman. On en parle parce que vous avez un sujet de dissertation qui vous mène de ce côté, notamment la possibilité de traiter de Jacques le Fataliste, qui est un roman quand même très intéressant, qui est un peu plus long que Manon Lescaut. C'est pour ça que je vous ai donné un choix entre les deux, pour ne pas trop vous accabler. Mais je crois que ça vaut le détour également. Alors, Diderot remet profondément en question le genre romanesque. À travers de ça, on dit de Jacques le Fataliste qu'il s'agit même d'un anti-roman. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va le voir ensemble. Alors, il est désireux de poser, dans le cadre de la vie réelle des hommes, les problèmes philosophiques qui le préoccupent, Diderot. Et il va mettre en chantier un certain nombre d'ouvrages qui vont se décliner à travers le temps. Bon, Les bijoux indiscrets, 1748. La religieuse, publiée à titre posthume en 1796, et Jacques le Fataliste, donc, qui sont autant d'occasions pour lui d'explorer des problèmes philosophiques. Alors, ce sont toujours, je ne dirais pas des romans à thèse, mais ce sont des romans qui sont préoccupés par des questions comme le déterminisme, la morale, la vertu. Ce sont des préoccupations constantes chez lui, sans qu'il cherche à nous faire la leçon et à nous moraliser. Il y a en quelque sorte chez lui la volonté de trouver un remède tonique à travers l'expérimentation littéraire. Alors, on va passer en revue rapidement les œuvres, une et l'autre. Alors, d'abord, en commençant par les bijoux indiscrets. Alors, les commentaires qui suivent sont à rapporter aux bijoux indiscrets, publiés en 1748. Ensuite, on va voir ce qui se passe avec la religieuse et on va en venir à Jacques le Fataliste. Mais d'abord, les bijoux indiscrets. C'est un roman libertin qui est publié anonymement par Denis Diderot en 1748. Et c'est en fait une allégorie qui est sa première œuvre romanesque, qui va dépeindre en fait Louis XV sous les traits d'un sultan. Alors, pour ne pas se faire taper sur les doigts, pour ne pas se faire prendre à tourner le roi en ridicule, on le peint sous les traits du sultan Mangogul du Congo, qui reçoit du génie Kukufa,
un anneau magique. Alors, c'est au centre de l'histoire. On a donné cet anneau magique qui possède une vertu particulière. Cet anneau que porte désormais le sultan possède le pouvoir de faire parler le sexe des femmes. Alors, quand je dis sexe des femmes, j'entends les parties génitales. Alors, elles ont beaucoup de choses à raconter, apparemment, ces parties génitales qu'on va qualifier de bijoux, en fait. Alors, par une espèce de fausse pudeur, quand il est question des bijoux indiscrets, ce sont en fait les sexes des femmes qui sont désignés ici. Ce sont les femmes, les sexes des femmes qui vont raconter les aventures. Alors, la femme peut bien prétendre être vertueuse et tout, mais quand on fait parler son sexe grâce à cet anneau, on apprend qu'elle s'est permis des aventures à gauche et à droite et avec toutes sortes de monde et de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières. Et c'est ce que raconte un peu le roman. Alors, le sultan va essayer son anneau, sa bague sur plusieurs personnes et ça va donner des scènes assez intéressantes de personnes qui se contredisent systématiquement, qui se disputent avec leur propre sexe en disant « Mais non, c'est pas comme ça que c'est passé. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai jamais fait ça, moi. » Et le sexe dit « Non, non, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. » Alors, c'est une allégorie et c'est l'occasion de débattre d'idées à travers ça sous un cadre plaisant, un peu grivois, mais rien de sadien. Là. On n'est pas dans le Marquis de Sade. Allez pas chercher la grande pornographie chez Diderot, vous n'en trouverez pas. Alors, vous avez ensuite la religieuse. Alors ça, c'est très troublant parce que ce roman, il était aussi dans la bibliothèque de mon père, qu'il avait acheté donc par abonnement un volume par mois. Et je suis tombé un jour sur Diderot, la religieuse. Je ne connaissais pas Diderot, c'est mon premier contact avec lui. Et je ne savais pas qu'il y avait des romans qui racontaient finalement des scènes érotiques. C'était aussi mon premier contact avec l'érotisme dans le roman. Alors, je découvrais Diderot et je découvrais l'érotisme dans un cadre où je ne l'attendais vraiment pas parce que le roman s'appelle La religieuse. Alors, on ne pense pas qu'il va être question d'érotisme, mais la pauvre religieuse en question a été finalement fait nonne contre son gré, un peu, c'est ses parents qui ont insisté, et elle va faire l'objet d'abus de la part des sœurs autour d'elle. Alors, il se passe toutes sortes de choses dans les couvents de l'époque et on va abuser de Suzanne. C'est elle qui fait la narration à la première personne. Et ça donne des scènes troublantes où, bon, il y a des attouchements. Elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle ne sait pas si elle doit protester, mais elle ressent du plaisir, puis elle se sent coupable de ressentir du plaisir. Et on joue dans ces eaux-là. Moi, ça m'avait un peu étonné de découvrir Diderot comme ça. Et ce que j'ai su par la suite, parce que j'ai tout ignoré tout au long de ma lecture, c'est que c'est un canular composé par Diderot et quelques amis pour convaincre un ami de revenir à Paris. Alors, ils vont entreprendre une correspondance, et c'est Diderot qui est le maître d'œuvre, OK? Pour convaincre quelqu'un, un marquis, dont j'ai oublié le nom, qui reçoit les lettres d'une certaine Suzanne, qu'il croit qu'elle existe vraiment, qu'elle est dans un couvent, et qui lui raconte comment elle fait l'objet d'agressions. Et ça va tellement émouvoir le marquis en question qu'il va entreprendre une expédition pour libérer Suzanne. Il est tellement pris par cette histoire qu'il devient amoureux d'elle et entreprend de la libérer. Et là, Diderot est catastrophé parce que plus il écrit son histoire, plus il voit que l'autre embarque. Il dit, mais comment ça va finir cette histoire-là? Il faut que je trouve un moyen pour faire mourir Suzanne, mais en même temps, si je fais ça, il va être catastrophé. Et il cherche une fin à ce canular qui commence à mal tourner. Et là, il a cette idée d'une fuite à organiser. Et le marquis veut s'en charger, il veut permettre à Suzanne de s'enfuir. Je pense que Diderot avait prévu que Suzanne meure dans la fuite, et comme ça, on aurait pu arrêter le canular-là. Mais non, le marquis veut entreprendre de la faire fuir lui-même et de revenir à Paris pour organiser ça. Alors, à un moment donné, Diderot va être obligé d'écrire à son ami pour dire « Salut, c'est moi, Diderot. Tu auras remarqué que ma calligraphie est pas mal proche de celle de Suzanne, en fait parce que Suzanne, c'est moi. Tout ça, c'est un canular et on faisait ça pour s'amuser, pour te convaincre de revenir. Pardon, mille excuses. » Imaginez la catastrophe là, pour cet homme qui s'était entiché de Suzanne, qui y a cru à son malheur et qu'on a roulé dans la farine comme ça. De voir que ses amis se sont joués de lui si cruellement, là, c'est
terrible, en fait. C'est un des pires coups à faire à un ami. Et Diderot se confond en excuses, mais tout indique qu'ils se sont brouillés durablement. En fait, je ne me souviens pas du détail. J'ai appris plus tard seulement que c'était une fabrication. Ce roman, c'était une invention de toute pièce de Diderot. Alors, l'intégration de la mystification, donc dans la trame des événements, fait glisser aussi déjà la religieuse dans l'antiroman. C'est un roman qui n'en est pas un. On voit dans quel contexte il a été composé et ce n'est pas les procédés habituels du roman. Alors, narration à la première personne, cri de souffrance d'une opprimée qu'on prend en pitié, en sympathie. Progression dans le calvaire aussi, c'est une histoire épouvantable qu'on fait vivre à Suzanne. C'est une femme bonne, généreuse, c'est une héroïne éminemment sympathique qu'on aurait envie là, de protéger, de sauvegarder des avanies qu'on lui fait subir. Et puis, voilà, on comprend très bien le marquis d'avoir voulu la sauver. On aurait fait la même chose si on nous avait donné l'occasion. Alors, il y a ensuite le roman Jacques le Fataliste, dont il faut dire quelques mots, et on va finir là-dessus, la fin approche. Jacques le Fataliste qui, lui, remet en cause toutes les normes littéraires reçues. En écrivant une œuvre expérimentale qui condamne l'habituelle omniscience du romancier parce qu'il joue avec ça. Il se moque un petit peu des conventions et des procédés romanesques. C'est pour ça qu'on dit que c'est un anti-roman. Diderot en vient à désarticuler complètement son récit. Le roman La religieuse se caractérisait par sa bonne foi innocente, son cri de souffrance spontanée, sa progression dans l'horreur de son calvaire. Mais là, on a tout autre chose avec ce roman picaresque, pardon, parce que là, on a vraiment un misérable, un picaro tout du long qui ne va pas s'élever de sa condition et qui introduit une variation qu'on pourrait appeler la littérature itinérante parce qu'il est constamment en déplacement, il est constamment en train de partir d'une aventure à l'autre. Alors, on a donc affaire à un roman picaresque. Cette œuvre fixe la limite extrême de ce nouveau genre de littérature itinérante. L'objet romanesque se confond non plus avec une succession d'aventures singulières liées à un voyage, mais avec la conversation qui accompagne le voyage. Parce que ce qui est important, c'est les dialogues entre Jacques et son maître, finalement, où Jacques est pressé de raconter les histoires de ses amours. Alors, il nous promet depuis le début du roman de nous livrer les secrets de sa vie amoureuse et il est interrompu par toutes sortes de circonstances et parfois, souvent, presque surtout, par le narrateur qui se plaît à torturer le lecteur en disant « Ah, voyez comment je pourrais décaler jusqu'à la fin des temps, finalement, le récit des amours de Jacques et vous torturer un peu parce que c'est ce que vous voulez, au fond. Vous lisez des romans parce que ce qui vous intéresse, c'est les histoires d'amour. Mais ça ne me tente pas. Bon, alors je ne vous la raconte pas, je ne le laisse pas faire et vous êtes quitte pour un délai. » Alors, il se joue de nous et c'est tantôt amusant, tantôt effronté et parfois carrément baveux. Et on se demande à quoi ça rime tout ça, pourquoi ce jeu. Et ça nous mène finalement à travers tout un réseau de digressions, de commentaires narratifs à avancer un peu dans cette histoire, mais pas beaucoup, parce qu'on n'avance pas beaucoup dans la connaissance des amours de Jacques. Vous avez les commentaires critiques qu'en donne le narrateur. Le narrateur intervient, il commente l'action, il commente ses propres personnages, il nous dit ce qu'on doit en penser, il nous dit ce qu'on doit penser du roman aussi. Et ça, c'est assez nouveau. La littérature, les critiques contemporaines ont mis à la mode le terme d'anti-roman déjà pour parler de ce que faisait Diderot ici, où l'écriture est inséparable en fait d'une fiction, d'une réflexion plutôt critique sur sa propre légitimité. Alors, est-ce qu'on peut vraiment écrire des romans et qui ont de l'allure, qui ont du sens? Au fond, n'est-ce pas toujours quelque chose d'un peu aberrant? C'est plein de procédés de manipulation, de bas étage, ça rime à quoi finalement? Ça tourne à vide un petit peu le roman. Donc, il y a une réflexion critique sur la légitimité même du roman. Le siècle s'était ouvert sur une contestation de ce genre qui semblait vraiment propre à perdre la jeunesse. Et on s'est longtemps inquiété de ces romans d'amour que lisaient les enfants, les jeunes et les adolescents tant que les adolescentes, les jeunes adultes. On lisait beaucoup de romans d'amour à l'époque et il y a tout un discours critique sur ces mauvais plis que peuvent donner ces lectures.
On s'est inquiété autant au 18e siècle pour nos jeunes qu'aujourd'hui avec les jeux vidéo et les médias sociaux. Les parents sont catastrophés par le nombre d'heures que passent les enfants. Et moi, le premier, là, mes enfants sont sur les médias sociaux, surtout sur les jeux, mon fils, et je m'inquiète pour ça. Mais quand je regarde les témoignages du 18e siècle, je me rends compte que les parents s'inquiétaient de la même façon. Ils passaient des heures et des heures à lire des romans. Ils ne faisaient que ça, comme nos enfants ne passent des heures et des heures à jouer. On se dit, ça y est, ils ont gâché leur vie, ils ne feront jamais rien de bon. Mais ils s'en sont sortis, les enfants du 18e. Et ils ont très bien fait dans la vie, même si on était convaincus que ça allait pervertir leur imagination, stériliser leur esprit à jamais. Ils ont tiré leur épingle du jeu et j'ai confiance en notre belle jeunesse. Elle saura aussi se sortir des pièges et des travers des médias sociaux et du jeu vidéo. Alors, il y a une critique du roman qui est très forte au 18e siècle. Et ce n'est pas un hasard si à la fin, on critique encore les excès, les procédés. Alors, on a exploré toutes sortes de choses. Ça a commencé avec une critique des Jésuites. Ça finit par cette critique que fait finalement assez explicitement Diderot dans Jacques le Fataliste. Jacques le Fataliste sur la légitimité même de ce genre. Alors, il y a rupture de l'illusion romanesque, c'est-à-dire qu'on brise le quatrième mur en quelque sorte en s'adressant directement au lecteur. Le narrateur interpelle le lecteur directement en disant vous voyez, lecteur, qu'il n'en tient qu'à moi de faire durer éternellement cette conversation, cette situation ou cette absence de conversation autour des amours de Jacques parce que je contrôle la narration. Alors, il nous fait sortir de l'illusion romanesque et ça sabote un peu l'histoire parce que ce qui fait qu'on embarque dans un roman, c'est qu'il y a suspension de l'incrédulité. On accepte momentanément de mettre de côté notre sens critique et de croire que ce qu'on nous raconte c'est vraiment produit et que ces gens existent vraiment. Et ça ne peut fonctionner effectivement, le roman, que si on accepte de suspendre notre incrédulité. Ce qu'on appelle en anglais suspension of disbelief. Mais elle doit être volontaire, elle doit être consentie. Mais là, lui, il sabote ça. Il dynamite notre volonté de suspendre l'incrédulité. Il nous rappelle constamment que c'est une histoire, c'est une fiction, que ces gens-là n'existent pas et qu'on perd du temps à lire quelque chose d'insignifiant. Alors, ce n'est pas motivant trop, mais on poursuit notre lecture parce que c'est drôle finalement, c'est rigolo de voir le roman critiqué, démonté de cette façon-là. C'est cette problématique-là qui est au cœur de Jacques le Fataliste. Et Diderot ne se borne pas à parodier les contradictions du romanesque, il remet carrément en cause les rapports traditionnels de confiance entre l'auteur et le lecteur, ces rapports sur lesquels s'établit l'illusion romanesque. Alors, on a absolument besoin de faire confiance à l'histoire, d'embarquer dans l'histoire pour que ça marche, pour que le charme opère. Et lui, il sabote ça. Dès le début du roman, l'auteur et le lecteur apparaissent comme des personnages essentiels, mais en conflit permanent. Alors, il y a cette guerre ouverte entre l'auteur, le narrateur, si vous voulez, et le lecteur. Guerre qu'on n'a pas choisie et qui nous est livrée à notre corps défendant, mais pour le plus grand délice de Diderot qui s'amuse à travers ça. Et peu à peu, Jacques, son maître et les nombreux personnages qui nourrissent la fiction entrent de plein pied en relation avec l'auteur et le lecteur. Alors, on va conclure là-dessus en disant que Diderot a renversé le sens de la participation romanesque à travers Jacques le Fataliste. C'est le lecteur de romans qui entre d'habitude par imagination dans l'univers de la fiction. Ici, c'est la fiction qui a envahi le monde familier du lecteur. Et c'est ça la différence notoire. Je termine là-dessus, donc, et on revient où on a commencé, juste devant le Panthéon, dans cette prise de vue improbable, parce que si vous connaissez Paris et son ciel pollué, ça doit être la ville lumière, Paris, et ça doit être de toute beauté le soir, on ne voit jamais autant d'étoiles. Jamais, jamais autant d'étoiles. Peut-être au 18e siècle, quand les rues étaient moins éclairées, mais aujourd'hui, c'est impensable. Et cette lune rayonnante, là, bon, peut-être qu'on l'aperçoit parfois, là, mais toutes ces étoiles, certainement pas. Mais l'image est charmante et j'ai voulu conclure là-dessus. C'est des particules de smog qu'on voit. Oui, c'est ça. C'est probablement la pollution. C'est pas le ciel étoilé, c'est de la pollution. Ça serait plus vraisemblable. Et voilà, j'ai voulu terminer là-dessus, revenir où on était parti pour vous donner congé. Donc, j'arrête ici l'enregistrement et je me rends disponible pour répondre à vos questions. Alors, merci et à la semaine prochaine.
Voilà.